à tous. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie rhumatismale inflammatoire auto-immune. Les maladies auto-immunes résultent d'un trouble du système immunitaire conduisant ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. Pour mieux comprendre la maladie, Creapharma.ch reçoit le professeur Axel Fink, qui est médecin rhumatologue aux HUG à Genève, en Suisse. Nous réalisons cette interview lors du principal congrès américain et mondial de rhumatologie, l'ACR, qui se tient en 2023 à San Diego, en Californie. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Merci beaucoup, bien. Merci. San Diego, il fait beau. Voilà, c'est juste. Je voulais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la polyarthrite rhumatoïde en quelques phrases? Oui, donc pour une raison qu'on comprend qu'imparfaitement, l'organisme s'attaque à une constitution et un constituant de sa propre articulation. La structure qu'il attaque, c'est la poche qui se trouve autour de l'articulation, qu'on appelle la poche synoviale ou la capsule articulaire. Et donc cette structure est reconnue comme un corps étranger, un peu comme si c'était une bactérie ou un virus, et elle attaque. Alors qu'en principe, il devrait laisser ça tranquille. Mais... Donc c'est une sorte de guerre civile. Parfois j'explique ça à mes patients, c'est une guerre civile où l'organisme s'attaque à lui-même au lieu d'utiliser ses forces pour nous défendre contre l'ennemi. Voilà. La bactérie, le virus, le parasite, on va savoir. C'est pour ça qu'on dit en fait maladie auto-immune, parce que ça se attaque nos propres cellules. Et en fait, les causes exactes semblent encore un peu mystérieuses si on lit, par exemple, même la Mayo Clinic, des livres de la Mayo Clinic. Est-ce que la recherche sur ces causes exactes de la PR, de la polyarthrite, avance? Oui, ça progresse pas mal. Il y a beaucoup de recherches maintenant qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui fait que dans une même famille, certains développent la maladie, d'autres pas. D'ailleurs, on a une étude en Suisse qui s'appelle ScreenArray, qui est un projet qui est soutenu par le Fonds national suisse de la recherche, où on enrôle des personnes qui font partie de familles où il y a des maladies auto-immunes. Mais pour la faire assez courte, ce qu'on comprend actuellement, c'est que la maladie ne commence pas dans l'articulation, elle commence au niveau d'une muqueuse. Et probablement dans la guéguerre, excusez-moi l'expression, entre bactéries ou microbiotes, parfois on parle, microbiote, microbiome, de nos régions muqueuses, c'est-à-dire bouche, poumon, tube digestif, peut-être même sphère génitale, il se développe des anticorps qui tout à coup se dirigent non seulement contre la bactérie, mais qui reconnaissent également des structures qui sont à nous, qui se trouvent dans nos articulations. C'est comme ça qu'on l'imagine actuellement. Bien sûr, il y a un terrain génétique favorisant, il y a des individus, des familles où c'est fréquent, il y a d'autres familles où c'est plus rare. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui favorisent ça. Tabac est un facteur. Voilà, le tabagisme. Ça augmente énormément le risque dans une autre interview. Mais surtout si vous avez un facteur génétique prédisposant. Si vous n'avez pas ce facteur prédisposant, vous pouvez fumer tout ce que vous voulez, vous aurez en tout cas pas une polyarthrite, peut-être d'autres choses, mais pas la polyarthrite. Oui. Ok, c'est des risques, je crois que vous parliez une fois d'un risque 40 fois plus élevé. C'est vraiment des chiffres. Si on a les deux, si on a un terrain héréditaire et qu'on fume, d'ailleurs le tabac ou toute pollution inhalée, ça peut être par exemple en Asie les femmes ne fument pas, là c'est le fait de travailler dans des environnements très pollués ou très poussiéreux. Chez nous, en Suisse, ce qui était connu, c'est de travailler dans le percement de tunnels, donc des environnements avec beaucoup de poussière de silice, qui était également un facteur de risque. Donc différents polluants inhalés, ou le fait d'habiter très proche d'une autoroute, vous avez d'autres polluants inhalés. Donc, il n'y a pas que le tabac, mais c'est l'idée de pollution inhalée. C'est d'autres facteurs. Puis j'aimerais parler un petit peu de l'âge. En général, les rhumatismes touchent surtout des personnes de 60 ans ou plus, en tout cas dans l'imaginaire collectif peut-être. Mais la polyarthrite rhumatoïde, justement à la différence d'autres maladies rhumatismales, peut commencer souvent déjà assez tôt. Est-ce correct? Oui, globalement, les maladies auto-immunes touchent des gens relativement jeunes. Notre clientèle à l'hôpital, par exemple, je peux vous dire qu'on soigne les gens les plus jeunes de l'hôpital, juste derrière l'obstétrique, en rhumatologie. Donc, c'est pas les personnes âgées, c'est plutôt le classique, c'est une femme d'âge moyen, et non pas des gens gériatriques. D'accord. Et il y a même parfois des enfants, oui. Des moins de 30 ans aussi. Tout à fait, oui, ça on voit. D'accord. Malheureusement.
D'accord. Et puis, on en vient à une question, je pense, importante pour vous. Pourquoi est-ce que c'est si important, justement, de traiter la maladie de façon précoce? Oui. Alors, je vais essayer de l'expliquer simplement. Le raisonnement de l'oncologue qui traite une tumeur, c'est l'idée de taper relativement fort assez tôt, avant qu'il y ait des milliards de cellules cancéreuses. Il y a un peu le même raisonnement chez nous. Il y a un certain nombre de cellules autoréactives qui reconnaissent le soi comme étant un ennemi, si vous voulez. Et plus vous attendez, plus ces cellules se multiplient. Quand vous en avez X millions, ça devient probablement très difficile de faire marche arrière, alors que si on tape assez fort, mais précocement, on arrive à avoir un certain nombre de gens où on peut se retirer avec nos traitements et obtenir ce qu'on appelle aussi une rémission, c'est comme en oncologie, une rémission mais sans traitement. Ça devient très rare quand les gens ont eu plusieurs années d'évolution où ils n'ont rien pris. Oui, parce que, on le rappelle, mais ça peut mener à des déformations. Enfin, on mettra une photo ici sur cette vidéo. Et puis, vous avez aussi monté un programme de dépistage. Vous en avez, je crois, déjà parlé un peu. Oui, oui, c'est pour des gens qu'on pense être à risque plus élevé parce qu'ils ont dans leur famille des maladies auto-immunes, la polyarthrite, lupus, certaines formes de diabète qui commencent dans l'enfance. C'est des maladies auto-immunes qui favorisent d'autres maladies auto-immunes, dont la polyarthrite. Et là, on propose de faire un dépistage, effectivement. OK. Et puis, une question qui revient, je pense, assez souvent, c'est pourquoi la maladie, donc la polyarthrite rhumatoïde, elle se caractérise par des phases de poussée, en anglais on dit des flares ou flares-ups, puis des phases de rémission. Est-ce qu'on a des explications ou c'est un petit côté aussi mystérieux d'avoir des... Non, ça reste un peu mystérieux. On a 2-3 pistes. On sait qu'une grosse période de stress, stress, un décès, un divorce, on va savoir. On sait que dans l'année qui suit, une période comme ça, les gens ont plus de poussées. Et plus récemment, ils ont fait une analyse sur la présence de bactéries dentaires en circulation. Et donc, il semble que certaines personnes qui ont une parodontite et qui stimulent ça, eh bien, ils peuvent faire circuler ces bactéries dans leur corps et ça favorise des poussées dans les 15 jours. On revient à ce concept de bactéries, de microbiote, qu'on appelle aussi flore intestinale. Et, parlons un petit peu maintenant des traitements. Alors, je vais rester sur un traitement un petit peu plus classique. Est-ce que le méthotrexate continue à être, si on veut, quand même le médicament de base de la PR, de la polyarthrite rhumatoïde? Oui, il continue à l'être parce que si vous voulez, c'est un équilibre entre tolérance d'un côté et puis efficacité. C'est un médicament qui a une bonne balance tolérance et efficacité. Pas chez tout le monde, mais chez 90%, 90% des gens, il est relativement bien toléré. Et on l'aime bien aussi en tant que médecin parce qu'on a un antidote. C'est-à-dire que quand quelqu'un en a mangé trop ou l'a pris tous les jours, parce que c'est quelque chose qui se prend une fois par semaine, c'est important de le souligner. Une fois par injection semaine, aussi ou en piqûre, mais une fois par semaine. Et parfois, les gens comprennent mal, ils l'ont pris tous les jours. C'est relativement facile à soigner. On donne un peu de vitamine B9 ou l'acide folique et on renverse l'efficacité ou la toxicité du médicament. Donc on aime bien les médicaments où on a un antidote. Et c'en est un où on a en fait l'antidote. Ok, alors c'est bon à savoir. Pour le moment, là on enregistre en 2023. À ce que j'ai pu lire, il n'existe pas de médicament pour guérir la polyarthrite. C'est vrai. On est plutôt à justement en prévention. Et puis justement, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est ces nouveaux médicaments, les biologiques ou biomédicaments. Ils ont véritablement révolutionné la maladie, je crois. Vous disiez ça une fois dans une interview. Oui, ils sont très efficaces et ils sont très ciblés. C'est-à-dire que beaucoup des thérapies un peu plus anciennes on tape assez large sur le système humain. Avec les biothérapies, on coupe sélectivement, si vous voulez, une voie de communication. Si j'utilise la comparaison militaire, on coupe une voie de communication entre les troupes. Mais c'est très ciblé, on fait peu de dommages collatéraux, c'est très précis comme mécanisme. Alors soit on coupe un mécanisme de communication entre les cellules, soit on inhibe une gamme de cellules, si vous voulez. On retire un type de soldat du front, mais les deux existent. Et puis c'est aussi beaucoup des injections. Alors c'est vrai que je dis souvent, c'est comme pharmacien
que la médecine, au niveau du traitement, et on le voit dans des congrès comme ici à San Diego, elle est passée de la chimie plus ou moins à la biologie. Donc, de plus en plus d'anticorps qui se terminent avec des noms un peu barbares en MAB, pour mono antibody. Oui, parce que pourquoi injectable, j'explique ça souvent à mes patients, c'est une protéine, donc il faut imaginer un œuf, vous devez le garder au frigo, parce que sinon ça se périme au bout d'un moment. L'anticorps ou le biologique, si vous le mangez, l'organisme... On est vraiment détruit au niveau du gastro-intestinal. Super, il y a une protéine qui arrive, on va faire un bout de steak avec, voilà, il le digère. C'est ça, on le coupe en morceaux et on va le digérer. Bonne explication. Alors qu'il faut l'injecter, et à ce moment-là, en fait, on trompe l'organisme qui croit que c'est une protéine à lui-même, et donc il la traite comme un anticorps qui nous appartient. Ouais. Il n'est pas capable de l'éliminer, donc il va, comme vous dites, de façon très ciblée. Il va l'absorber comme étant un de nos anticorps qui nous défend contre les bactéries, mais en fait, il a une autre fonction. Il reconnaît autre chose. D'accord. Et puis justement, si on reste un petit peu sur ces biologiques, alors on peut appeler aussi biologique ou biothérapeutique, est-ce que ces 3 ou 5 dernières années, vous avez l'impression qu'il y a eu de nouvelles molécules, de nouveaux anticorps qui sont apparus? Parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup. Je crois que plus de 10, enfin, vous savez mieux que moi. Oui, il y en a beaucoup. Il y a toujours des nouvelles cibles qui sont proposées. À ce congrès-ci, par exemple, sortent des anticorps qui bloquent une sorte d'hormone qui active le lymphocyte B. Bliss et April, c'est des hormones qui stimulent le lymphocyte B à se multiplier. Et on bloque cette hormone-là avec un anticorps ciblé. Et ça semble relativement efficace pour empêcher l'organisme de créer une grosse inflammation. Mais il y en a beaucoup, effectivement, lesquels... La recherche avance. La recherche avance. La grande nouveauté de ces dernières années, ça a été plutôt un médicament qui était aussi efficace que les biothérapies, mais qui se prenait par la bouche. D'accord. Mais on est devenu un peu prudent avec celui-là, donc il n'est plus en première ligne, si je peux m'exprimer comme ça, à cause d'effets secondaires qui sont un peu douteux en ce moment, mais dans le doute, on les réserve pour plus tard. On reste quand même avec cette grande famille des anticorps qui souvent agissent sur l'inflammation, c'est interleukine, etc. Oui. Et puis là, justement avec cette révolution des biologiques, est-ce qu'on continue à devoir opérer les articulations ou justement vous avez noté que par exemple au HUG, les opérations chirurgicales ont quand même beaucoup diminué? Beaucoup diminué. Si vous parlez à nos collègues chirurgiens des mains, par exemple, ils vous disaient avant l'opération des mains de polyarthrite rhumatoïde, c'était la moitié de leur business. Aujourd'hui, ils voient ça une fois par mois. Donc c'est devenu excessivement rare. Donc oui, ça a vraiment changé la vie des patients parce que je crois que c'est des grosses douleurs aussi à l'époque. Quand vous avez fait une interview à la RTS, on montrait un patient, c'était depuis 30 ans, il avait des douleurs, puis là ça les a réduits, peut-être pas à zéro, mais... Oui, c'est-à-dire qu'une fois que l'articulation était détruite, ça, on ne peut pas faire marche arrière. C'est malheureusement quelque chose qui ne se répare pas. Une fois que le cartilage est mort ou détruit, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui d'ailleurs pousse un peu aussi cette indication de commencer tôt, de ne pas attendre d'avoir trop mal, de se dire maintenant je vais prendre quelque chose. Non, on veut prendre avant d'avoir détruit son articulation, puisqu'une fois qu'elle est détruite, c'est trop tard. On en revient à cette importance de traiter tôt, un peu exactement comme dans le cancer. L'analogie. Prévenir. L'idée, c'est d'arriver tôt. Et plutôt ensuite se retirer, si on peut, que tout aille bien. Et puis vous disiez aussi dans une autre interview, je trouve intéressant, qu'en fait les conseils de prévention de la polyarthrite rhumatoïde ressemblent à ceux des maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que sur faire du sport, mais d'autres... On est à l'ACR, je viens de revenir discuter avec un des auteurs qui rapportait des trouvailles d'une étude sur l'alimentation, grosse étude en Suède où ils ont interrogé des milliers de gens sur leur alimentation et les ont suivis pendant 30 ans. Et on peut dire quel aliment est associé avec un risque. Donc trop de viande augmente le risque de polyarthrite. Pareil par rapport aux paramètres pour le cœur. Et beaucoup de fibres alimentaires diminuent le risque de cardiovasculaire, beaucoup de légumes, de fruits, etc. Puis peut-être aussi le tabac, on en parlait avec un risque génétique, mais si on est à 40 fois plus
comme vous disiez, avec Ouais. un facteur génétique, donc, comme toujours, essayer d'arrêter de fumer. Oui. Puis l'exercice physique, il y a aussi des études. Oui, c'est moins clair, mais certainement ça a un effet contre le stress. Hein, donc, et ce qu'on sait par contre, c'est une fois que les gens ont une polyarthrite, le fait de maintenir, d'avoir une activité physique régulière augmente l'autonomie en fait. Donc c'est certainement une bonne chose. Après, si on a une articulation franchement inflammatoire, il ne faut pas non plus faire des sports à impact. Hein. Ah, oui, si vous avez une arthrite du pied, vous n'allez pas faire du jogging. Hein. C'est relativement logique, je crois. Hein. C'est vrai qu'il faut un petit peu préciser par rapport à il y a des sports qui ont plus d'impact ou de torsion, etc. Ça, on évite un petit peu, mais d'autres sports, il y en a assez hein, qui sont moins agressifs sur une articulation, particulièrement quand elle est inflammée. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a un dernier point que vous aimeriez aborder sur la maladie? Peut-être quelque chose que vous recommandez beaucoup à vos patients? Alors, on parle de la prévention ou renforcer encore pour nos téléspectateurs, nos spectateurs. Il y a des études intéressantes qui viennent d'autres domaines, mais entre autres, le gouvernement américain avait sponsorisé une grosse étude sur les oméga 3 et la vitamine D. Et dans l'idée de prévenir le cancer et les maladies cardiovasculaires. Énorme étude, suivie pendant 5 ans, randomisée en double aveugle, enfin tous les classiques du gold standard, une bonne étude. Zéro effet sur le cœur et zéro effet sur le cancer. Gros effet sur les maladies auto-immunes. Donc les gens qui avaient soit de l'oméga 3, soit de la vitamine D, soit les deux, c'est une réduction de plus d'un tiers de leur risque de voir se développer une maladie auto-immune, dont une polyarthrite. Donc je suis assez... j'encourage mes patients, en tout cas, de veiller à avoir assez de vitamine D ou d'aller au soleil au moins une demi-heure par jour et de manger des poissons un peu gras ou alors de prendre des suppléments d'oméga 3. Je pense que c'est une bonne pratique. Et ça aide aussi, une fois que les gens ont la méthotrexate ou un autre traitement, ça augmente l'efficacité. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ce conseil et cette interview. Merci. Alors, merci de nous avoir accordé de votre temps et puis encore bon congrès, il reste encore quelques jours. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir, à une prochaine vidéo sur Crea Pharma. Merci.